Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. La mère d'un des gendarmes impliqués, qui a été carrément accusé d'assassinat, accusé de crime, a écrit un livre vraiment que je vous recommande, qui est assez bouleversant, qui dit les choses. Après, chacun se fera son opinion, son avis, mais il faut avoir connaissance des faits et des opinions et des versions de chacun. On ne peut pas avoir... c'est pas blanc et noir, c'est pas monocorde. La vérité, elle est pas là. La vérité, elle est dans fouiller les choses. Et c'est ce qu'a fait le journaliste du Point, Erwan Seznec, avec Virginie Gauthier. Le titre du livre « Mon fils n'est pas un assassin ». Oui, absolument. « Mon fils n'est pas un assassin » aux éditions Robert Laffont. Il paraît aujourd'hui et il est de Virginie Gauthier, mère d'un des gendarmes impliqués dans l'interpellation d'Adama Traoré en 2016. Interpellation à la suite de laquelle il est mort et donc son fils, avec d'autres gendarmes, est accusé de l'avoir assassiné. Avec elle, Erwan Seznec, journaliste d'investigation au magazine Le Point. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, Virginie Gauthier, donc votre fils Romain, donc c'était le 19 juillet 2016 à Beaumont-sur-Oise. Il y a eu ce qu'il y a eu. Tout le monde en a beaucoup parlé, les médias et ailleurs. Et puis voilà, vous allez un peu raconter cela. Mais d'abord, qu'est-ce qui vous a amené, Virginie Gauthier, à aujourd'hui, 6 ans après, avec Erwan Seznec, à avoir envie de vous exprimer, de prendre la parole, de libérer votre parole? Alors il y a deux choses. La première, c'est que c'est une promesse que j'ai faite à ma mère, qui est morte le 29 décembre 2020. Et elle m'a demandé, elle était journaliste et écrivaine, et elle m'a demandé de faire ce qu'elle n'avait plus le temps de faire. Parce qu'elle s'était impliquée, bien sûr, aussi. Elle était surtout impliquée parce que c'était la grand-mère de Romain, oui. Et que ça la faisait énormément souffrir. Mon père est toujours en vie, il a lu le livre, et il pleurait, tout simplement, en disant c'est dommage que ta mère l'ait pas vu. Pour lui, ça a été merci, voilà, merci. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que ça fait tellement d'années que ça dure, que j'entends tout et n'importe quoi sur mon fils, sur notre famille, une famille de fachos, d'extrême droite, Front National, oui, d'assassins, criminels, avec préméditation, etc. Que dès le début, j'ai collecté des centaines, puis des milliers d'articles sur l'affaire. Deux, parce qu'il y avait aussi 2 dans Valeurs Actuelles et 1 dans le Figaro, ont pris position pas en faveur des gendarmes, mais en disant voilà une autre réalité, une autre vérité. Tous les autres, sans exception, ont pris le parti du comité Adama ou d'Assa Traoré. Donc je prenais tout plein fer comme ça dans la figure tout le temps. J'allumais la télévision, j'ai l'impression qu'il n'y avait rien qui se passait sur la planète à part la mort de cet homme. Une fois encore, je le redis, je l'ai déjà dit, c'est terrible. On perd un enfant. Toute mort est terrible. Non, toute mort est terrible. Pendant ces 6 ans, on a perdu une de nos petites filles, et ma mère et mon beau-père. Donc, je sais ce que c'est que perdre quelqu'un de très proche. Mais entendre sans pouvoir réagir, laisser ce boulevard comme on l'a laissé pour dire tout et n'importe quoi, c'était pour moi insupportable. Et puis, en collectant des articles, au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'il y avait des contradictions. C'est-à-dire que ce qui paraissait dans la presse, une semaine auparavant ou 15 jours auparavant, c'était exactement le contraire. Il n'y avait pas de contre-indication. Et je me suis dit, mais il n'y a personne qui relève ça. On peut pas dire telle chose et dire le contraire. Et ça passait... Et quelquefois dans la même publication. Oui, et ça passait comme ça, sans aucun problème. Donc ça a été pour moi difficile. J'ai collecté tous ces articles et puis un jour, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Et comme je l'avais promis à ma mère, je me suis dit qu'il fallait que j'écrive. Et avant qu'elle meure, j'ai commencé à écrire. Mais j'étais seule. C'est-à-dire qu'en fait, la solitude a été très difficile à gérer. Je l'écris... mon fils savait que j'écrivais quelque chose, mais je ne parle pas pour lui, je parle en tant que mère. C'est-à-dire que si ça peut aider les autres mères, gendarmes ou de policiers qui vivent des situations similaires, à se retrouver... Ou toutes les mères, d'ailleurs. Ou toutes les mères qui voient que leur enfant est traité comme un assassin alors qu'il est innocent, c'est extrêmement difficile. Et puis, j'ai eu les coordonnées d'Erwan, et on s'est rencontrés, et on a décidé d'écrire à 2, c'est-à-dire lui sur les parties factuelles et moi sur la partie
difficile, affective en tant que mère. Voilà, on va en parler tout de suite sur les parties factuelles, notamment avec Erwan Seznec, juste après cette petite pause. À tout de suite. Oui, à tout de suite, on revient dans quelques instants et on attend aussi vos interrogations et vos témoignages. Une question fondamentale qui se pose, comment avez-vous vécu la couverture médiatique de l'affaire Traoré ? 0826 300 300. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Eh bien, je ne suis pas le seul à être dans tous mes états. Nous sommes avec Virginie Gauthier et Erwan Seznec. Mon fils n'est pas un assassin. C'est sur l'affaire Adama Traoré, et le fils de Virginie Gauthier, Romain Gauthier, était un des gendarmes, les 3 gendarmes impliqués dans ce qui s'est passé. Alors justement, parlons des faits. Erwan Seznec, vous êtes journaliste d'investigation au Point aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Rappelons ça rapidement, les faits. Ah oui, ça va être rapide. C'est tragiquement banal. 19 juillet 2016, des gendarmes viennent interpeller quelqu'un, recherché pour quelque chose, peu importe. Son frère est là, il prend la fuite. On ne sait pas très bien pourquoi, les gendarmes le poursuivent. Quelqu'un, Bagui Traoré, c'était ça. Bagui Traoré était recherché, son frère Adama était avec lui. Ouais. Il s'enfuit. Bon, il avait beaucoup d'argent liquide sur lui, donc c'était peut-être parce qu'il était venu relever la recette d'un deal, peu importe. Les gendarmes partent à sa poursuite et puis ils arrivent à l'interpeller. Dans la voiture qu'il ramène à la gendarmerie, il fait un malaise. Et arrive à la gendarmerie, il décède. On constate que son cœur a lâché. Ça, c'est ce que les autopsies montreront, les 2 premières autopsies. Et qu'il est mort, techniquement parlant, d'asphyxie, c'est-à-dire privé d'oxygène. Voilà pour la base factuelle. C'est tout. C'est tout. Jamais a été, en tout cas, démontré, ce qu'on a dit partout, c'est que les policiers, les gendarmes l'avaient tabassé, menotté, pratiqué une pression dorsale, ventrale, thoracique, etc. L'affaire s'oriente vers un record. On parlé de ça. Énormément. On doit être à la 11e expertise. Il n'y en a que 2 qui ont vraiment examiné le corps. Après, il a été inhumé. Oui. Mais à son âme. Et aucune de ces expertises n'a mis en évidence un élément factuel incontestable accréditant une quelconque responsabilité des gendarmes. C'est surréaliste. La partie adverse a sorti des extraits d'autopsie ou de contre-expertise pour accréditer l'idée que les gendarmes avaient commis une faute. Mais à l'heure où on parle, ils ne sont pas mis en examen, au bout de 6 ans. Aucun n'a été mis en examen. Il n'y a eu aucune mise en examen. 3 d'entre eux sont sous le statut de témoins assistés. Ouais. Donc là, il n'est même pas question de parler de présomption d'innocence. C'est juste que factuellement, le dossier contre eux est vide. Et avec une énigme. Pourquoi ces 3 gendarmes-là, spécialement, seraient protégés par la justice et l'État, alors que chaque mois en France, des gendarmes ou des policiers, malheureusement, sont mis en examen pour des faits de violence. Quelquefois des bavures, véritables bavures. Ça existe, bien sûr, les bavures. Il n'y a aucun doute, mais comme me le disait un confrère, il est possible que Adama Traoré soit une tragique erreur de casting s'il s'agit d'illustrer le problème réel des violences policières. Alors justement, au-delà du problème réel des violences policières, il y avait aussi le problème, vous savez, racisme, systémique, etc. Parce que tout a été là. C'est-à-dire que ça a été le fil de la pelote et après on a déroulé à la pelote. Et vous avez vu, alors juste Erwan Seznec pour parler de ça et ensuite... Et comment vous expliquez-vous, on est journaliste, on sait ça, cette espèce d'extraordinaire tsunami médiatique qu'il y a eu? La personnalité d'Assa Traoré a contribué, parce qu'elle est charismatique. Ce qui a contribué aussi, c'est les militants professionnels qui, en fait, coachent Assa Traoré depuis le début. Dans les toutes premières interviews, elle dit « Je ne me bats pas pour une cause raciale, je ne me bats pas pour les Noirs, je me bats pour mon frère ». Et le discours change très très rapidement. Des militants se sont précipités à Beaumont-sur-Oise le soir de la mort sans rien connaître au dossier. Un noir avait été tué par la police, ça leur suffisait. La gendarmerie en l'occurrence. La gendarmerie qui a tué un élément qui, sur le fond, n'a aucune importance. Mais dans les 6 gendarmes qui participent à l'opération, il y avait deux gendarmes de couleur. Oui, il faut le rappeler, ça, vous le rappelez. Voilà, d'origine antillaise ou africaine. Ouais. Et dans sa noblesse, je dirais, la gendarmerie a dit que ça n'avait absolument aucune importance, que la couleur de peau ne pas être prise en compte. Bien sûr.
Après, quand on voit ce que l'affaire a donné, on peut pas s'empêcher de penser que c'est quand même un élément qui va pas dans le sens d'un racisme d'État ou de policiers racistes, quoi. Ah, bien sûr. Virginie Gauthier, dans votre livre, vous dites, et ça m'intéresse d'avoir votre avis, parce que votre avis, votre réaction, votre sentiment, à partir du moment où on voit très très bien ce que peut ressentir une mère ou un père quand son fils est accusé carrément d'être raciste, assassin, etc., etc. Et vous dites à un moment donné, vous parlez du silence assourdissant de la gendarmerie. Oui, pour moi, c'est pas compréhensible. Sans doute parce que c'est accentué par le fait que je suis une mère et que je suis seule et que j'étais seule. Et c'est vrai que tout d'un coup, moi j'avais envie d'hurler et en face, il y avait que le silence qui s'opposait. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas été soutenus parce que leur. Est-ce que vous avez pris contact avec des collègues de la hiérarchie? Pas du tout. Non, je ne sais même pas comment on les contacte. Donc vraiment, je ne sais pas. Oui, vous n'avez pas essayé du tout cela. Non, pas du tout. Et je sais que cette hiérarchie le soutient mon fils, soutient les 2 autres collègues. Je sais qu'ils sont vraiment très épaulés. Mais ça reste de l'interne. Et c'est vrai que quand on ne parle pas, on laisse la porte à n'importe quoi. Oui, alors ça m'intéresse quand même, avant de rencontrer Erwan Seznec, vous avez essayé, quand vous lisiez, parce que vous lisiez tout, et que des choses vous faisaient bondir, vous n'avez jamais essayé de téléphoner à un journal ou à quelqu'un en disant, écoutez, alors qu'est-ce que vous avez fait? J'ai écrit une lettre de 4 pages, oui. Et que j'ai envoyée à une quinzaine de médias. Oui. Elle n'a été reprise nulle part. Et pas de réponse? Non, pas de réponse. Alors, Erwan pense que c'est parce que j'ai écrit « Je suis la mère d'un gendarme et j'en suis fière ». C'était ma signature, parce que vu qu'on lisait partout qu'on était menacé de mort, qu'il y avait de la répression et qu'il y avait des violences envers les personnes qui se dressaient contre eux, j'étais à cette époque-là pas du tout prête à me prendre des menaces de mort dans la figure. Et j'avais très peur de ça. Donc j'ai pas signé de mon nom ni de mon prénom. Mais oui, c'est ça, vous avez mis la mère d'un gendarme. Voilà. Oui. Mais j'avais fait vraiment 4 pages, une grande lettre qui s'appelait « J'ai honte ». C'était en écho à J'accuse, parce que j'avais été tellement choquée et révoltée par ce J'accuse que j'ai eu besoin de répondre en écho et de faire un J'ai honte. Et j'avais honte, comme des millions de Français, de voir ce qu'on faisait de la France et ce qu'on disait de la France. Oui, et justement, pour rester dans cette affaire qui est encore cette affaire Adama Traoré, enfin tout ce qui s'est passé autour, je pose la question à vous deux. Erwan Seznec, est-ce qu'il y a eu des personnalités où tout le monde a pris parti, en fait, tout le monde, disons les 95%, je parle des personnalités, que ce soit le showbiz, que ce soit les médias, que ce soit les politiques, est-ce que les politiques sont intervenus ou pas du tout? Ça a été silence blanc. Il y a eu un soutien actif d'une partie de la gauche envers le comité Adama. Chez les People, massivement, c'était pro-Adama. Il y a eu quelques voix discordantes. Didier Bourdon, qui a eu le courage, à un moment, de dire que le comité Adama et Assa Traoré, c'était vraiment pas son genre de beauté. Et François Ruffin, à gauche. Et François Ruffin. Vous en parlez, ouais. François Ruffin, qui a eu une réaction de bon sens, peut-être parce qu'il est ancien journaliste. Il a dit, faut que je me renseigne avant de prendre position, quoi. Mais ce qui est terrible, c'est que François Ruffin fait figure d'exception dans le concert de soutien et de louanges très peu éclairé dans le comité. Aussi bien de la classe politique, hein, toute tendance confondue. La droite non plus n'a pas vraiment réagi, ou elle a réagi? La droite a très peu critiqué le comité, en fait. Il n'y avait que des coups à prendre, finalement. Donc ils ont eu aussi un boulevard pendant très très longtemps devant eux. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il est important que Virginie prenne la parole aujourd'hui, pour apporter un contrepoint, de manière posée, mais énergique. Oui, non, mais et puis vous soyez là, mais enfin, moi, je vais vous dire ça, et je ne suis pas le seul. Je suis sûr que beaucoup d'auditeurs de Sud Radio pensent à ça, et pas seulement. C'est que quand même, je trouve ça assez étonnant, pour ne pas employer notre mot, qu'il faut que la mère d'un des gendarmes réagisse, et qu'il n'y ait pas eu une enquête indépendante, enfin, ou des gens, j'ai même pas une question d'enquête, de dire, écoutez, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire, moi, ça me frappe dans le paysage français, qu'aujourd'hui, on soit obligé de passer, pardon, madame, par la mère d'un gendarme, et qu'elle réagisse, et c'est très bien qu'elle réagisse, bien sûr, et c'est normal, et avec un journaliste qui connaît son métier, mais je ne comprends pas qu'il n'y ait même pas la possibilité d'une nuance là-dedans. C'est ça qui est quand même, honnêtement, qui pose question. C'est clairement une pyramide à l'envers, avec une base factuelle très étroite et une construction médiatique absolument disproportionnée. Est-ce que c'est nouveau? Je ne sais pas. L'ironie du sort veut que Virginie est née à Bruay-en-Artois.
Je pense que le plus ancien de nos auditeurs se rappelle de l'affaire. Le notaire. Le fameux notaire qui aurait violé et qui, en réalité, contre lesquels il n'y avait absolument aucune charge. Oui, on va en reparler avec les auditeurs de Sud Radio, bien sûr, et vous-même, Virginie Gauthier, Erwan Seznec, tout après cette petite pause. Oui, juste après la petite pause de pub, on attend aussi vos réactions. Est-ce que l'affaire Adama Traoré, c'est un peu l'affaire George Floyd de la France? On attend vos appels, 0826 300 300. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Virginie Gauthier, maire d'un des gendarmes impliqués dans l'interpellation d'Adama Traoré en 2016, Erwan Seznec, journaliste au Point, au magazine Le Point, et ce sont tous les deux les auteurs de Mon fils n'est pas un assassin aux éditions Robert Laffont, un livre qui remet peut-être, en tout cas un certain nombre de pendules à l'heure, c'est clair, et certains points sur certains i aussi, c'est toujours important de rappeler les faits, au-delà de l'émotion, de la dramatisation et de l'hystérie, d'une certaine hystérisation du débat. Aujourd'hui, Virginie Gauthier, vous vous sentez, après, avec ce livre, vous sentez quand même un peu mieux, soulagé, libéré, et comment réagit votre fils, vos autres enfants, votre famille, etc. Mon fils ne s'est pas opposé à ce que j'écrive ce livre, mais il ne l'a pas lu. Et je pense qu'il ne voudra pas le lire. Il estime que j'ai le droit de dire ce que j'ai envie de dire et ce que j'ai à dire, mais que c'est ma parole de mère. Je ne m'exprime absolument pas en son nom à lui. Et je n'ai eu évidemment aucun accès au dossier, et il ne m'a communiqué aucune pièce. Donc c'est uniquement sur les dires de la presse, donc ce qui a été communiqué par le comité Adama ou Assa Traoré, sur lesquels je me suis appuyée pour réaliser ce livre et exprimer les choses. Les autres membres de ma famille sont forcément inquiets. Ils lisent la presse, hein. Ils voient ce qui se passe quand on ose se lever contre le comité Adama. Donc évidemment, ils sont inquiets. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant, comme ça. D'accord. D'ailleurs, pour tout vous dire, nous avons demandé, Ala Oukili a demandé au comité Adama, notamment à Assa Traoré, de réagir en fin d'émission. Ils n'ont apparemment pas voulu le faire. Écoutez, c'est leur droit. Je voudrais savoir où en est Erwan Seznec, l'affaire judiciaire. Pour le moment, on attend les résultats de la 11e expertise. Mais attendez, comment on peut faire une expertise puisque Adama Traoré a été inhumé? C'est une très bonne question. Ouais, non, à partir de la 2e, on est en phase d'expertise de gens qui travaillent sur les conclusions de leurs prédécesseurs ou qui examinent des prélèvements sur des lamelles. Mais bon, on ne voit pas très bien aujourd'hui quel élément nouveau pourrait inverser la tendance. Donc l'instruction suit son cours très lentement. C'est peut-être le seul point sur lequel on est d'accord avec le comité Adama, c'est que ça va vraiment pas assez vite, et qu'on aimerait bien que ça se termine. Mais on a une idée à propos des échéances ou pas du tout? Aucune idée, mais sur une stricte base factuelle, ça pourrait être classé demain, en fait. Ouais. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. Mais à moins d'un énorme coup de théâtre, je ne vois pas un procès. Il n'y a rien. Et en fait, est-ce qu'il y a pas faire des suppositions, est-ce qu'il y a une peur des réactions, etc. Est-ce qu'il y a eu, à votre avis, Erwan Seznec, là c'est aux journalistes et aux citoyens, je m'adresse, on n'est pas... est-ce qu'il y a eu, dans toute cette affaire ici à gonfler, une peur des réactions en disant, oh là là, si je dis ça, je vais faire le jeu d'eux, en l'occurrence extrême droite, ou je vais passer pour réac ou facho? Est-ce que, à votre avis, ça a joué? De la part de la justice, non. Ils sont en présence d'un avocat défendant le comité Adama qui est extrêmement talentueux sur le terme de la procédure. Il a utilisé toutes les astuces possibles pour prolonger l'instruction. C'est son métier, il a raison. C'est son métier. Ouais. Après, avec un petit peu de mauvaise foi, il prétend que la justice ne va pas assez vite et qu'on l'empêche d'avancer. Mais la réalité, c'est qu'à chaque fois que la justice a avancé dans cette enquête, elle a avancé dans le sens de l'innocence des gendarmes. D'accord. Donc, l'issue logique, je dirais... À moins, comme je disais, d'un coup de théâtre, toujours possible, mais j'ai beau me creuser la tête, je ne vois pas. Il n'y aura pas de procès. Alors, question Virginie Gauthier, ensuite nous allons faire appel à nos auditeurs.
Vous parlez beaucoup effectivement de votre famille d'ailleurs à gauche. Hein, je veux dire votre grand-père. Vous parlez de votre grand-père. Vous parlez de où vous avez été. Et parlez. En fait, vous êtes une famille qui a été élevée dans des quartiers populaires. Enfin, on avait des quartiers. Les quartiers populaires, c'est pas seulement les cités. Ce sont les quartiers populaires. Et dites-nous au fond, est-ce que ça vous a aussi eu égard à votre formation de vos pères et mères, et à votre formation de famille, est-ce que ça vous a choqué d'autant plus vu vos orientations? Oui, bien sûr. Quand on a passé une vie de jeunesse, d'adolescence, de jeune adulte, et puis de femme à militer à gauche, à être le plus social possible. J'ai vécu quasiment toute ma vie en HLM. C'est comme ça. Et j'y étais bien. J'étais bien à une époque où il y avait des possibilités de se communiquer, de s'entraider, etc. Je veux dire, ce que c'est devenu maintenant n'a plus rien à voir avec ce que moi j'ai connu quand j'étais jeune. Donc là, vraiment, oui, moi, ça m'a remis en cause beaucoup, parce que ce en quoi je croyais était en train de dire, et CEUX, en qui je croyais, ont mis complètement mes jugements, mes envies en jeu, c'est-à-dire, mais qu'est-ce qu'ils disent, quoi? Qu'est-ce qu'ils disent? Vous voulez là, ceux que vous considériez comme étant de votre camp, oui, de votre choix, et vous disiez, mais de quoi ils parlent? Mais c'est quoi ça? Mais où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Et pour moi, c'était une remise en question qui a été extrêmement violente aussi. J'interromps un moment, Virginie, mais on avait eu une discussion en travaillant un jour. En fait, Virginie disait si elle avait 20 ans aujourd'hui, elle avait tout à fait le profil à être au comité Adama. Tout à fait. Jeune, idéaliste, de gauche, convaincu qu'il y a un problème de violence policière, ce qui est vrai. Virginie en parlera peut-être mieux que moi, mais elle a défilé à la mémoire de George Floyd à Nantes. Oui, à l'époque de George Floyd, oui, c'est pour ça. Là-bas, en revanche, la mauvaise action était prouvée. Enfin, le crime était prouvé. Je dirais qu'avec George Floyd, peut-être que certains aussi ont vu la différence entre un cas avéré, indiscutable de violence policière et un dossier complètement éthéré, quoi. Mais est-ce que, et aussi ça traduit, sans aller très loin, et puis on va prendre nos auditeurs, ça traduit quand même quelque chose, c'est que, où est cette gauche qui a abandonné un certain peuple, ou un peuple certain? Virginie Gauthier. Je vous le demande. Je vous le demande. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, on est là, tous ces frites. Et ça, écoutez, on voit les résultats, que ce soit des élections ou ailleurs. Hein. C'est pas par hasard. Je trouve que c'est pour ça votre livre. Cocteau disait qu'il aimait les œuvres, qui sont des miroirs qui réfléchissent. Et votre livre, à tous les deux, c'est un miroir qui réfléchit, et il en faut. Nos auditeurs. Alors, nous recevons tout d'abord Jean-Claude de l'Essonne. Bonjour Jean-Claude. Oui, bonjour Jean-Claude. Bonjour Monsieur Berkoff, bonjour à vos invités. D'abord, je vais vous dire, écoutez, sans parti pris, hein, bravo Madame maire de gendarme, sans doute effectivement un petit peu isolée, mais vous avez un journaliste à côté de vous. Merci d'avoir écrit ce livre. Je pense que ça doit être un moment un peu difficile. Condoléances aussi, parce que il y a quand même dans cette affaire la mort d'un jeune homme. Mais moi j'interviens, madame, j'interviens parce que je voulais vous dire, est-ce que vous ne croyez pas, je ne sais pas dans votre état comment vous pouvez me répondre, mais... Allez-y, Jean-Claude. Allez, comment estimez-vous cette médiatisation qu'il y a eu sur cette affaire-là, alors que ça peut être une affaire, je m'excuse, je pèse mes mots, tout à chacun, on peut avoir un malaise cardiaque, on peut... une interpellation ou pas. Mais comment avez-vous supporté, madame, cette surmédiatisation de la part des médias? Je ne parle pas de Sud Radio, mais je parle des médias au quotidien, qui, à longueur de journée, pendant des semaines, des mois, nous ont parlé de choses que nous, citoyens, on n'était pas au cœur de l'affaire. On ne sait pas ce qui s'est passé. Et j'ai l'impression qu'on a laissé un petit peu une certaine déliquescence, et qu'en fin de compte, votre fils n'a peut-être pas non plus été, comment dirais-je, supporté un petit peu par sa hiérarchie, quoi. Et ça, c'est terrible. On l'a dit, c'est terrible parce qu'on laisse une ambiguïté. Et les réseaux sociaux et les médias, je vais vous dire, j'en vomis. Voilà, madame. Peut-être pas tous, Jean-Claude, mais enfin... Non, monsieur Berkoff, pas tous. D'accord. Oui, Virginie Gauthier. Oui, je vous remercie d'abord pour votre témoignage et votre sympathie. C'est moi qui vous remercie. Ça fait chaud à entendre. Comment je l'ai supporté? Je l'ai très mal supporté.
et je l'ai très très mal supporté. Ça m'a rendu malade au sens propre comme au sens figuré, hein, parce que voilà. Mais vous avez été vraiment malade médicalement, vous voulez dire? Ah oui, j'étais emmenée aux urgences, je respirais plus, j'étais en choc anaphylactique complet. Donc je pouvais plus m'alimenter, j'ai perdu 10 kilos. Donc non, ça a été très dur. Ça a été très très violent et très très dur. D'autant plus que pendant très longtemps, pendant 5 ans, j'ai été seule. J'étais seule face à tout ça, à encaisser. Et c'est drôle parce que j'ai des amis qui m'ont dit il y a pas longtemps que ils comprenaient maintenant pourquoi j'étais triste tout le temps. Ils me disaient mais t'avais l'air tellement triste, mais on savait pas pourquoi. Et c'est parce que j'en parlais pas, je voyais pas comment je pouvais aborder le sujet. Donc oui, c'est difficile. Je pense que par rapport à la hiérarchie, je pense qu'elle a en interne complètement, et qu'elle continue d'ailleurs à soutenir mon fils et ses collègues. Elle est très présente, elle prend soin d'eux et je les en remercie énormément. Pour le reste, c'est vrai que choisir la non-communication comme méthode de communication, c'est pas forcément positif. En tout cas là, ça ne l'a pas été parce qu'au bout de 6 ans, on est toujours face à un blanc. Voilà. Un déni, oui. Alain. On revient tout de suite après une petite pause de pub avec Virginie Gauthier et Erwan Seznec pour Mon fils n'est pas un assassin et vos, bien sûr, témoignages 0826 300 300. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Alors nos auditeurs, Alain. Guy de Paris, bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour madame Gauthier, bonjour monsieur Seznec, bonjour monsieur André Berkov. Merci encore pour cette belle émission qui était nécessaire. Alors, de ce que je connais de l'affaire Traoré que j'ai suivie, oui. Je sais une chose, c'est que déjà là, d'abord j'ai une expérience d'intervention dans les cités. Déjà en 80, j'intervenais dans les cités à Saint-Denis. Ensuite en 2004... En tant que quoi, Guy? En tant que quoi? En allant au contact des jeunes. Ah d'accord. Mais c'était votre métier, pardon, vous demandez ça? Non, du tout. Déjà, j'avais mon entreprise de récupération et de recyclage. D'accord. Bon, pour voir, parce que je voyais qu'il y avait des choses qui n'allaient pas du tout. Déjà dès 1980. D'accord. Ensuite, en 2004, j'avais une entreprise aussi dans la zone industrielle des Chanoux à Neuilly-sur-Marne. Et je suis allé au devant des jeunes parce que je voyais aussi le désarroi qu'ils avaient, mais aussi toutes les saletés qu'ils faisaient, les imbécilités, puis les bombes et des choses genre. D'accord. Bon, très difficile le contact avec ces jeunes. Très, très difficile à pouvoir raisonner ou quoi que ce soit. Donc, je dois dire, en ce qui concerne la famille Adam Traoré, c'est pas que Adam Traoré qui est concerné. C'est toute la famille, c'est un véritable trust. Hein. La mère, les fils, etc., et les amis. 17 enfants, je crois, hein. 17, c'est ça, oui. Comment? 17 enfants, 17... Oui, c'est toute la famille, mais pas seulement la famille, mais aussi les amis. C'est un véritable trust. Il faut le savoir, ça. Bien. Donc, on est dans l'ère du temps. Hein. On a vu ces députés d'extrême gauche qui ont appuyé Jean-Luc Mélenchon pour la manifestation sur l'islamophobie, etc., etc. Donc, effectivement, pour moi, il y a eu de la lâcheté. Lâcheté de la part de la direction de la gendarmerie, lâcheté aussi de la part de nos députés, lâcheté, voire même de notre gouvernement. Il y a un moment donné, le président a suffisamment de puissance pour déterminer ce qu'il faut mettre en place et décider des choses. Bien. Il n'y a pas eu d'appui. Voilà. Madame Gauthier, par contre, c'est vrai, vous l'avez dit, il ne faut pas cacher sa souffrance. Si vous avez des amis, il faut la partager. Surtout lorsqu'ils vous posent la question, pourquoi es-tu comme ça, etc., etc. D'accord? Voilà. Mais bon, l'affaire Traoré, c'est un mensonge tout du long. C'est une tentative d'escroquerie, de mauvaise foi, etc., etc. Merci Guy, merci. Je voudrais, Erwan Seznec, parce qu'on déteste tous les généralisations, mais est-ce que toute la famille Traoré est impliquée dans des actions où il ne faut pas non plus jeter... Non, bien sûr, non. Ça, il faut quand même faire attention à ne pas dire que tout le monde est dans le même sac. Ah non, loin de là. D'ailleurs, le paradoxe, c'est qu'en dehors d'Assa Traoré, au sein du comité, personne n'a jamais connu Adama. C'est des militants semi-professionnels. C'est pas la famille qui est à la manœuvre depuis des années et des années. Et par rapport à ce que disait notre auditeur sur la responsabilité de l'État, il y a un petit élément qu'il faut rappeler. 5 jours avant la mort d'Adama Traoré, il y a eu les attentats de Nice, 86 morts. Ah donc oui, le retard, 14 juillet. Exactement. Dont le procès se déroule en ce moment. Le procès se déroule en ce moment. Donc le retard à l'allumage du ministère de l'Intérieur se comprend
Parce que franchement, personne n'avait les yeux tournés vers un fait divers au fond du Val d'Oise à ce moment-là. On avait une tragédie nationale du Val d'Oise. 95. 95, c'est le Val d'Oise. D'accord, pardon, je pensais que c'était le 60. Non, mais c'est comme... pas de souci. Et c'est pas une excuse, mais c'est une explication. Oui, mais c'est une explication, c'est vrai, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question qu'après, on se l'est posé déjà, après, bon, ça dure depuis 6 ans, hein, après qu'il y ait eu, encore une fois, le même son de cloche. Je suis pas dans le secret de la gendarmerie, mais j'imagine un peu partout. J'imagine qu'il se pose la question. Ouais. Je peux pas trop en dire, mais certains acteurs du dossier ont quand même eu des signes appuyés de soutien de la part du ministère de l'Intérieur quand il y a eu des difficultés à Beaumont-sur-Oise, quand même. D'accord. Ils sont pas complètement désintéressés. Non, bien sûr. Est-ce que le choix, encore une fois, noble de la gendarmerie de se murer dans le silence était judicieux? Moi, je crois qu'on vit à une époque où ils doivent réfléchir à ça. C'est-à-dire que le problème aussi, ce sont des militaires, et les militaires, c'est la grande muette. Même s'ils ne sont pas aussi grandes muettes que les militaires. Est-ce qu'on peut rester la grande muette à l'heure des réseaux sociaux? La question est posée. C'est absolument, la question est posée. Virginie Gauthier, une question que je vous pose, comment on réagit, parce que vous avez parlé de la famille, etc., mais les amis étaient au courant, enfin vos proches, ou les amis, ou l'entourage, etc., là où ils vivaient, tout le monde lisait, évidemment, regardait la télévision, peut-être regardait les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez eu, au-delà de votre famille, au-delà de tout ça, des manifestations d'indifférence, d'hostilité, d'amitié, en général? Alors, vous ne vivez seul, mais vous ne vivez pas seul. Enfin, il y a si. Je ne communiquais, mes amis, à part deux amis, je crois, qui étaient au courant, je n'ai pas communiqué parce que je crois que je ne savais pas par quel bout prendre l'affaire. Non, mais est-ce qu'on n'est pas venu vers vous, des gens non, parce que nous n'avons pas le même nom. Donc, de toute façon, il n'y a pas eu forcément de lien, déjà. Et puis, enfin voilà, non. Par contre, ce qui me surprend énormément, c'est depuis 2 jours, le nombre de messages de sympathie que je reçois. Depuis le livre. D'amis qui me disent mais c'est toi, mais on savait pas, on n'était pas au courant, mais pourquoi t'as rien dit, pourquoi t'as pas bougé, enfin, mais si t'as besoin de quelque chose, t'hésites pas, viens avec nous, enfin, ça me fait très très plaisir. Je comprends. Là, nous avons un auditeur. Jean-Paul de Draguignan. Bonjour Jean-Paul. Oui, bonjour Jean-Paul. Oui, bonjour André, bonjour madame, et avant toute chose, je voudrais vous féliciter d'avoir écrit ce livre, et je voudrais féliciter aussi André de vous donner la parole, parce que je pense que vous ne l'aurez pas dans beaucoup d'autres endroits. Maintenant, je considère que cette affaire, comme un auditeur précédent, a été trop médiatisée et a été, employée et suremployée par la France Insoumise, par la sœur de ce personnage qui a cherché à se mettre en valeur et à faire passer cette affaire pour une affaire identique à celle des États-Unis, chose qu'elle n'est pas. Le procédé est lamentable, mais ce que je trouve surtout lamentable, c'est la faiblesse de nos dirigeants, du ministre de l'Intérieur dans cette affaire, et la faiblesse des soutiens dont a pu bénéficier le fils de cette dame. Le gendarme, voilà. Oui. Voilà, parce que c'est assez, c'est assez lamentable de voir à quel point ces personnes, et dans tous les domaines maintenant, sont abandonnées à leur sort. Il n'y a personne pour les soutenir, alors que souvent, ce sont eux qui risquent leur vie à la base, et il n'y a pas de soutien. Il y a une faiblesse politique qui est... je n'ai pas de mots pour nommer cette faiblesse politique, et qui nous conduit à ces situations de plus en plus dramatiques, et où des personnes se croient tout permis envers les forces de l'ordre. Voilà. Envers les forces de l'ordre et les citoyens, parce que ce sont, par voie de conséquence, les citoyens qui se font agresser aussi tous les jours. Merci voilà. Jean-Paul. Jean-Paul a employé quand même un mot qui résonne, la faiblesse politique. Est-ce qu'il n'y a pas une situation là-dedans, encore une fois, nonobstant les opinions qu'on peut avoir là-dessus, mais
moi, encore une fois, cette affaire de Adama Traoré, ce qui s'est passé avec les gendarmes et ce que raconte votre livre, montre quelque chose quand même. Il y a je dirais, quelque part, dans un camp, il y a le camp du vide et le camp, je dirais, du mouvement. Et voyez où je place le camp du vide, le camp du mouvement. Il y a quand même, encore une fois, on en a parlé, mais moi je voudrais revenir là-dessus parce que ça me paraît fondamental, cette absence de réaction. Et je crois quand même qu'il y a ce côté de faire le jeu de la peur. La peur joue, je crois, un grand rôle. Enfin, la peur de passer avec une étiquette. Je sais pas, vous, par exemple, est-ce que, pour le comité Adama, vous êtes une réactionnaire d'extrême droite ou pas? Je pense que c'est en grande partie pour ça que j'ai écrit, dans ce livre, je raconte d'où je viens. Parce que on ne peut pas m'accuser de ça. Enfin, on peut pas me dire que je suis raciste, on peut pas me dire... Enfin, voilà. Moi, c'est vrai que depuis que ce comité existe, j'ai découvert que j'étais blanche. Avant, je ne savais pas. C'était pas une question qui vous préoccupait, quoi. Non, et quand je rencontrais des gens, leur couleur de peau m'était totalement indifférent et leurs origines aussi. Je voyais un homme ou une femme avec qui j'avais envie de communiquer, ou pas d'ailleurs, mais je me foutais royalement de savoir quelle était sa couleur. Donc, je suis une femme de gauche, donc on ne peut pas me dire je ne sais pas quoi, et on ne peut pas me traiter de raciste parce que je ne vois pas pourquoi. Et je crois que vraiment c'était un cri, ça commence à bien faire, et puis mettre les gens dos à dos. Enfin, quand on est contre le racisme, on lutte contre tous les racismes, pas uniquement parce qu'il y a des gens qui sont noirs, il y a des gens qui sont des arabes, il y a des Palestiniens, il y a des juifs, il y a des asiatiques. On n'est pas en train de dire ça veut dire quoi ça. Enfin, là vraiment, j'ai envie de dire ça suffit. Ce discours extrémiste, ce discours qui nous met d'un côté, enfin, c'est complètement binaire, c'est hallucinant. Si je dis que je suis contre le comité Adama, on va dire que je suis raciste. Enfin, c'est n'importe quoi. Il y a un moment donné où ça suffit. Là, vraiment, je suis désolée de me mettre en colère d'un coup, mais pour moi, c'est de l'ordre de l'insupportable d'entendre ça. J'ai pas été élevée comme ça et j'ai pas entendu ça, et ce sont pas des discours que j'ai entendus. Et vous n'avez pas envie de vivre comme ça? Non, absolument pas, vraiment pas. Juste un dernier mot, Erwan. Tout le monde a perdu. Tout le monde a perdu. Virginie a vécu un enfer, son fils aussi. La cause sérieuse de la lutte contre la violence policière va être brouillée, parce que c'est pas un cas de violence policière. C'est une catastrophe ce qu'ils ont fait. Pour eux, pour la famille Virginie, pour tout le monde. Et oui, et je crois que c'est ça on verra si quelle justice rendra effectivement son verdict. En tout cas, merci d'avoir été là, et je rappelle que effectivement, All Lives Matter, toutes les vies comptent, pas seulement telle ou telle ou telle vie. Merci beaucoup Virginie Gauthier, merci beaucoup Erwan Seznec d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes tous les deux co-auteurs de Mon fils n'est pas un assassin aux éditions Robert Laffont. Nous, on revient demain depuis la cité phocéenne avec André Berkoff et Céline Alonso qui vont recevoir Monsieur Godin. Et tout de suite, c'est Brigitte Lahaye. Brigitte Lahaye qui reçoit, son invité sera donc Jean-Charles Bouchou pour vous aider à déceler les violences que peuvent vous faire subir vos proches. À demain.